Organiser des conférences comme celle d'aujourd'hui pour pouvoir former les traders particuliers au trading sur l'échange, au risque du trading, à l'aspect psychologique, à tout ce que vous voulez. Donc c'est ce qu'on a essayé de passer en revue aujourd'hui. Bien évidemment, c'est un thème extrêmement large. Pourquoi est-ce qu'on ne vous donne jamais une technique de trading qui fonctionne plus ou moins qu'une autre? C'est tout simplement parce que dans cette salle, il reste peut-être 400 personnes et il y a 350 techniques de trading différentes. Donc là, je présentais DailyFX et Nadia nous rejoint. Donc là, vous avez l'équipe DailyFX au complet. On a aussi maintenant un quatrième analyste qui s'appelle Romain qui s'occupe des paires moyennes sur le site. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, DailyFX, c'est un site sur lequel tous les jours vous avez des analyses, des points de marché et une nouvelle section qui vient d'être créée qui s'appelle News en temps réel. News en temps réel, ça se trouve ici sur le site et c'est une page spéciale où en fait Nadia, Adrien, Romain et moi-même ainsi que l'équipe américaine en anglais poste de temps en temps des messages. Et donc c'est une page ultra simple qui vous renvoie sur tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que tous les jours, on fait des points sur le forum, sur une vingtaine d'actifs. Tous les jours, on écrit des analyses. Tous les jours, on fait des émissions. Tous les jours, on prend des positions. Tous les jours, on écoute les rumeurs, on note des choses sur les marchés. Eh bien, tout ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on pense, on vous le met, et c'est sur une seule page, c'est celle-ci. En début de semaine prochaine, vous recevrez tous, de toute façon, comme je vous l'ai expliqué, un email qui vous renverra vers le forum DailyFX. Et sur le forum DailyFX, vous trouverez tous les documents de chacun des intervenants de cette conférence, toutes les analyses dont on va vous parler actuellement, les liens pour aller sur le site, sur le forum, la salle de trading en live, les news en temps réel, vous aurez tout. Voilà, en espérant que vous prendrez le temps, puisque c'est quelque chose qu'on demande un minimum, que vous prendrez le temps de lire, déchiffrer et comprendre tout ça avant de venir nous poser les premières questions. Tous les jours, on vous parle de très nombreux actifs. Ce qu'on va faire aujourd'hui pour clore cette conférence, c'est vous parler de nos actifs préférés. Chacun ses préférences en fonction de si on aime les actifs volatiles, les actifs qui surperforment, les actifs qui sous-performent, les paires croisées ou autres. Ça tombe bien puisqu'on a la chance d'avoir une équipe très complète aujourd'hui, avec par exemple Nadia qui adore les actifs solides comme les indices américains, enfin ils fussent solides à l'époque, la livre, le pétrole, Adrien qui nous étudie pas mal de cas particuliers dont il va vous parler, et puis moi j'aime bien l'euro, le CAC, et on va dire les produits les plus tradés. Alors on va commencer avec Adrien que vous découvrez pour certains, d'autres suivent son émission, il y en a de plus en plus, c'est chacun son style, chacun ses analyses. Donc Adrien, je vais te passer la parole, je pense qu'on va parler en tout premier lieu du dollar contre le dollar hongkongais. Donc voilà, je vais lancer la présentation et on va parler de tes 4 ou 5 configurations préférées, tu me dis quand je passe au reste. Voilà, donc le dollar contre le dollar hongkongais, c'est une opportunité que j'ai découverte il y a 2 mois, on va dire. En gros, en fait, il y a un peg du dollar hongkongais contre le dollar américain depuis 1983, c'est-à-dire plus de 30 ans qu'on a donc un peg, enfin quasiment 30 ans qu'on a un peg de cette période. Alors, un peg, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que l'autorité monétaire à Hong Kong, c'est-à-dire la banque centrale à Hong Kong, plus ou moins, eh bien, fixe un taux d'échange, c'est un taux d'échange fixe contre le dollar américain. Et donc, en fait, voilà, c'est pour pouvoir assurer en fait une stabilité des prix à Hong Kong et donc un bon fonctionnement des marchés financiers à Hong Kong. Déjà, apparemment, la place hongkongaise est la plus importante maintenant, au-dessus bien plus importante que celle à Londres maintenant. Donc voilà, c'était pour cette raison qu'ils ont choisi de mettre en place un peg pour la stabilité des prix et donc le bon fonctionnement du marché financier à Hong Kong. Alors, depuis 2009, en fait, ils ont décidé que c'était nécessaire de laisser cette paire évoluer dans un range, une bande de fluctuation entre 7,75 et 7,85, sachant que le peg original mis en place en 83 c'était à 5,80.
Et il se trouve en fait, avec le QE3 aux États-Unis, mis en place donc, le 14 ou 15 septembre, et bien, avec la baisse du dollar américain, on se retrouve sur la bande de ce range de fluctuation. Donc, en fait, normalement, avec ce support qu'on va voir tout à l'heure, eh bien, normalement, en fait, on vend le dollar hongkongais comme la Banque centrale le fait, et déjà, il y a eu 10 interventions depuis le 19 octobre. Donc déjà, j'ai écrit une analyse sur cette ère il y a un mois et demi. Je disais, je pense que c'était début octobre, je disais, voilà, on arrive sur le seuil, on achète le dollar américain contre le dollar hongkongais, les autorités monétaires vont intervenir, et il y a déjà eu 10 interventions, sans décalage, malheureusement. Mais, on va voir que depuis 1983, malgré toutes les crises financières, celle en Asie en 1997, la bulle en 2001, et puis toutes les autres crises depuis 2008, et ainsi de suite, eh bien, on n'a jamais eu, en fait, comment dire, un effondrement du système mis en place à Hong Kong. Donc, je considère en fait que cette stratégie est plus ou moins une des plus moins risquées, on va dire, enfin, des moins risquées, puisque depuis 30 ans, les banques centrales, enfin la Banque centrale à Hong Kong défend le dollar hongkongais, et normalement, avec, malgré le changement le nouveau dirigeant, on va dire les nouveaux dirigeants en Chine, il n'y a pas vraiment de changement de politique à Hong Kong. Alors, si vous pouvez juste me mettre d'autres graphiques. Alors, le seul risque sur cette stratégie d'achat dollar américain contre le dollar hongkongais, c'est en fait le risque d'une bulle immobilière à Hong Kong. En fait, il faut dire que à cause du PEG, forcément, le Hong Kong, l'économie hongkongaise importe l'inflation depuis les États-Unis. Certes, il n'y a pas beaucoup d'inflation aux États-Unis en ce moment, mais avec le QE3, eh bien, en fait, il y a des flux de capitaux vers le Hong Kong. Et c'est pour cette raison, en fait, que, eh bien, il y a un semblant de bulle immobilière à Hong Kong. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que tôt ou tard, peut-être, il va y avoir un changement de politique monétaire à Hong Kong. Ça, c'est le gros risque sur cette stratégie, c'est-à-dire que un jour, en fait, ils disent, voilà, c'est terminé le pay contre le dollar américain, maintenant on va arrimer le dollar hongkongais contre le yuan chinois, par exemple. Ou au moins, on va élargir la bande de fluctuation. Donc, voilà, ça montre bien, en fait, le montée des prix de l'immobilier depuis 1997, et puis donc la crise en Asie, et on voit bien que, finalement, les prix de l'immobilier ne sont pas très loin, sont sur le niveau déjà, et ça montre très bien probablement une bulle immobilière en Hong Kong. Si vous pouvez juste me mettre l'autre graphique de la Terre, et voilà, donc ça c'est un graphique que j'ai fait hier, ça montre donc la bande de fluctuation, on est sur la bande basse de cette bande de fluctuation, et normalement, on vend le dollar hongkongais contre le dollar américain, et normalement ça devrait monter tant qu'il n'y aura pas de changement de politique monétaire à Hong Kong. Donc, parmi toutes les stratégies que moi j'en ai trouvé pas mal sur les marchés en ce moment, depuis mi-octobre, j'en ai proposé pas mal sur DailyFix, eh bien celle-ci me semble la plus intéressante dans la mesure où en fait c'est la moins risquée, c'est-à-dire on sait très bien qu'il y a une banque centrale, des autorités monétaires déjà présentes à 7,75, ils vendent le dollar hongkongais déjà 10 fois, on a eu 10 interventions, et normalement, si ce n'est pas ces interventions qui vont faire monter la paire, c'est peut-être juste une montée généralisée du dollar avec de nouvelles craintes dans le système, sur l'économie. Eh bien, normalement, il y a plus de chances que ça monte que de baisse. Donc, voilà, ça c'est ma stratégie de moyen terme de ce trimestre. Et on a vu, donc hier finalement, avec les nouvelles en Chine, on a vu en fait une
faiblesse du dollar hongkongais, donc ça commence déjà à monter petit à petit. Donc si vous vous intéressez à cette paire-là, il y a encore du temps, et puis on va faire la suite. C'est à peu près la même chose que la stratégie que Nicolas avait proposée en février, entre février et avril dernier sur l'euro CHF, c'est-à-dire on paye l'euro contre le franc suisse, et cette stratégie a plutôt bien fonctionné. Donc il faut être patient. C'est vrai que c'est un peu plus difficile, frustrant de patienter, de voir que cette position ne bouge pas pour le moment, mais vous voyez que normalement, tôt ou tard, ceux qui achètent le dollar américain contre le dollar hongkongais vont voir en fait une hausse comme les dernières années. Voilà. Alors, d'autres stratégies, d'autres paires que je regarde en ce moment, ou depuis longtemps, et c'est ça, ce sont des paires en fait moins traitées par les particuliers, mais beaucoup plus traitées par les banques, les hedge funds. Ça c'est donc le dollar américain contre la livre turque, ou la lire turque, ça dépend de comment vous voulez l'appeler. La livre turque, c'est une devise exotique qui est fortement rémunératrice quand on l'achète, puisque les taux, la Banque centrale de Turquie maintient les taux extrêmement élevés comparés à d'autres pays, notamment d'autres économies émergentes. Et c'est pour cette raison que c'est très intéressant en fait d'être à la vente sur l'USD. Pourquoi? C'est parce que les taux aux États-Unis sont très bas, et ce depuis 2009. Et les taux en Turquie, il n'y a pas longtemps, en octobre dernier, 2011, étaient à 12,5%. Et ils sont baissés, alors il y avait 4 baisses depuis, et ils sont à 9,5 maintenant. Donc cette paire à la baisse, à la vente, est pas mal pour des stratégies de moyen terme, peut-être un peu de carry trade si vous arrivez en fait à tenir une position. Mais en tout cas, on voit très bien sur ces graphiques, en fait, ce graphique hebdomadaire, que, alors on n'était pas très loin des plus hauts historiques il y a un an. C'était notamment dû à la crise en zone euro, et depuis, on s'est stabilisé dans un range. Pourquoi on s'est stabilisé? C'est parce que pour ceux qui ont suivi cette paire l'année dernière et qui savaient que moi j'étais fortement acheteur de la livre turque, eh bien la Banque centrale est intervenue quand c'était une des seules fois où la Banque centrale de Turquie est intervenue sur le marché. C'était fin décembre, je crois que c'était le 28-29 décembre, juste avant jour de l'an. Et donc c'est là en fait le point haut qu'on voit sur le graphique. Je pense que c'était la semaine juste après où la Banque centrale est intervenue, et c'était le point haut probablement de moyen long terme sur ces terres. En tout cas, pour le moment, c'est en range. En range, on est venu pas très... on était sur les plus bas de 6 mois il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, et on monte par la suite. Et je vois en fait une forte résistance à 1,83. Donc je me dis, sachant que déjà, cette paire-là, notamment la livre turque, tient beaucoup mieux que les autres devises exotiques, comme le rand sud-africain qu'on va voir tout à l'heure. Eh bien, normalement, en fait, c'est cette paire-là, si on doit prendre une position sur une devise exotique, c'est cette paire-là qui m'intéresse le plus, parce que, eh bien, en sachant que les taux sont élevés, la Banque centrale de Turquie peut quand même baisser les taux, mais quand même ça va être attractif à la vente. Sachant que Fitch, la semaine dernière, ou la semaine avant, je pense que c'était la semaine dernière, a relevé pour la première fois la note du crédit de la Turquie. Et avec ce relèvement, en fait, la Turquie actuellement a pu accéder au niveau investment grade pour la première fois, donc beaucoup mieux que pas mal de pays en zone euro. Eh bien, sachant ça, ça devrait continuer de favoriser en fait une tenue au moins de la livre turque. Le seul risque sur une telle stratégie vendeuse à 83, c'est que finalement, et vous voyez bien qu'on est dans un triangle depuis un an et demi, qu'on sort par le haut du triangle et puis finalement on revient sur les plus hauts historiques.
Et là, dans ce cas-là, peut-être vers les 1,90, ça serait également un niveau intéressant pour des ventes. Mais je me demande en fait si finalement, à l'approche de la fin de l'année, si aux États-Unis ils trouvent en fait une solution concernant le mur fiscal, le budget américain, si les actifs risqués rebondissent finalement, le jour où ils rebondissent, cette paire-là va être très intéressante pour jouer à la baisse, puisque vous voyez qu'il y a quand même sur le long terme, si cela devait baisser, il y a quand même un fort potentiel de baisse sur le moyen long terme. Et sachant qu'on a déjà cassé une ligne de tendance que vous voyez, qui date depuis donc 2010, ça pourrait être très intéressant si on arrive à tenir sous les 1,83. Donc voilà, la livre turque, vous pouvez également jouer la livre turque contre l'euro, qui est déjà dans une tendance baissière, ça c'est intéressant aussi. Je n'ai pas un graphique, mais j'ai fait une stratégie au début de cette année où j'ai dit, voilà, on vend l'euro-tri, et ça a bien fonctionné. Alors, une autre paire que je surveille, et d'ailleurs dont je suis acheteur en ce moment, et ce depuis maintenant 5-6 semaines, c'est le ZAR. Le ZAR, c'est le rand sud-africain. Alors, vous allez voir en fait la différence entre la livre turque et le rand sud-africain. La livre turque tient particulièrement bien, par contre, le rand sud-africain, il est maintenant sur ses plus bas de maintenant 5 ans face au dollar américain. Pourquoi? Eh bien, il y avait des manifestations chez en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps, des manifestations des miniers, et maintenant il y a de ce fait en fait des craintes sur une dégradation de la balance commerciale en Afrique du Sud. En tout cas, graphiquement parlant, il y a un mois et demi, on a cassé un niveau, c'était à 8,59, qui a fait une forte résistance, qui a tenu tout au long de 2011, et là en fait c'est graphiquement parlant en support. Donc c'est une configuration très très intéressante dans la mesure où c'est une tendance haussière. On a cassé une résistance qui tenait tout au long de 2011, et puis par la suite ça fait support. Et donc je peux très bien être à la vente sur le rand sud-africain et aussi être acheteur de la livre turque, mais uniquement une fois que les deux sont dans des zones intéressantes. Donc déjà, pour ceux qui m'ont suivi à l'achat sur cette paire-là, normalement vous gagnez déjà 3000 pips, même 400 pips, 4000 pips, et normalement cela devrait continuer de monter vers les 9,9 d'ici fin du mois en fait. Donc je privilégie en fait désormais des achats, enfin ceux depuis un mois et demi, sur le ZAR, dans la zone des 8,58-59 ou bien encore plus haut, je crois que c'était 8,83, c'était une résistance qu'on a cassée cette semaine. Et normalement, eh bien, vous avez les objectifs, on prend un Fibonacci depuis les plus hauts de 2008, lors de la crise aux États-Unis, jusqu'au plus bas de 2011, et en fait ça fonctionne particulièrement bien. Et puis voilà. Il y a d'autres paires? Oui, une autre paire, ok. Cette paire-là, ça s'appelle l'euro AED, l'euro contre le dollar australien. Encore une fois, c'est une paire qui, à la vente, est très intéressante, puisque le dollar australien est une devise quand même fortement rémunératrice, l'euro, non. Et donc, déjà, sachant que l'euro, avec la crise de l'euro ces dernières années, et les taux en Australie qui étaient quand même, qui ont quand même baissé, mais étaient assez élevés avant, eh bien, figurez-vous que les pressions vendeuses sur cette paire étaient particulièrement importantes, et il n'y a pas longtemps, en août dernier, on était sur des plus bas historiques sur cette paire. Alors justement, la grande question, c'est est-ce que l'on va continuer de baisser avec une sous-performance de l'euro et puis peut-être juste une bonne tenue du dollar australien? Je commence à en douter un petit peu. Puisque sur ce graphique-là, je me demande en fait si on est en train de faire une espèce de épaule-tête-épaule inversée, c'est-à-dire où on a une première épaule ici, au niveau des 21,50, c'était en février dernier,
on monte jusqu'à 1,30 en fait, on baisse jusqu'à 1,16 et puis on remonte et on tient en fait là où on avait la première épaule. Et là, eh bien, il y a 2 jours, on a fait un point bas à 21,60 et je me demande maintenant si effectivement cette paire va monter fortement. Je sais que Goldman Sachs, ils sont fortement acheteurs de cette paire-là, et pour eux, en fait, c'est le trade du siècle, en fait. C'est ça qu'ils ont dit, c'est le trade du siècle, achat euro AED, puisque, en fait, et je suis un peu d'accord que, eh bien, ça ne peut pas vraiment baisser beaucoup plus que les 1,16 déjà. C'est très difficile, et donc le jour où, et si ça arrive, on casse cette ligne de tendance spéciale ici en orange qui coupe vers les 1,26. Attendez-vous quand même à une accélération haussière de cette paire. Et vous voyez très bien les accélérations haussières l'année dernière qui étaient de 8 pips en l'espace d'une semaine. C'était très difficile de jouer cette paire l'année dernière, mais pour ceux qui étaient sur le bon côté du marché, c'était très intéressant aussi. Donc voilà, cette paire-là, je pense que ça tente quand même une vente vers les 25-26, mais honnêtement, je pense que ça devient de plus en plus risqué et les acheteurs pourraient quand même pousser les cours plus haut. Donc le jour où on arrive, et ça c'est probablement pour soit fin du mois ou décembre, quand on arrive de nouveau vers les 25-50, 26, ça va être très intéressant à regarder cette paire et puis peut-être même l'acheter sur un éventuel signal. Adrien, voilà. Et on a le canal qui se rétrécit vers le bas là, à partir du haut. Alors j'ai essayé donc de trouver un support oblique vers le bas. J'en ai pas trouvé par contre. Non mais il se rétrécit donc ça va remonter. Par contre, oui, pourquoi pas. Mais en fait, si on regarde aussi, je ne mets pas de graphique sur cette paire-là, l'euro NZD c'est un cousin de cette paire-là. Même évolution, et bien cette paire-là, l'euro NZD est clairement dans un biseau descendant et normalement cela laisse anticiper bien une correction haussière assez importante. Donc voilà, je pense que l'euro AD pourrait bel et bien tenir sur les 21,50 et potentiellement même remonter, et ça effectivement va être le trade du siècle. Donc voilà, surveillez cette paire-là dans les prochaines semaines. Et n'oubliez pas les 25, 50 et 26. Bravo Adrien, on va pouvoir passer. Vous pouvez l'applaudir. Adrien qui fait un superbe travail de recherche et des analyses de paires croisées sur le site et le forum d'EDFX, donc qui vous a présenté sa série. Nadia, on va passer à tes actifs préférés. Donc tu me fais un petit signe quand je passe de l'un à l'autre. Donc Nadia qui va passer sur des actifs un peu plus habituels, dirons-nous. À ton tour. Alors là, vous savez, pour ceux qui connaissent un peu, donc déjà l'équipe d'EDFX, vous savez que j'affectionne particulièrement la livre. Donc là c'est le CAD, là c'est la livre face au dollar américain. Et en plus, en fait, de réfléchir en termes tout simplement de seuil, d'oblique, de moyenne mobile, etc., je vous ai rajouté des petits termes, en fait, parce que j'estime qu'on est tout simplement dans un marché qui est particulier du fait qu'il est largement soutenu, qu'il y a en plus de vos graphiques, il y a des termes qu'il faut rajouter. Des termes aussi simples que l'appétit pour le risque, l'aversion pour le risque, qu'est-ce que c'est que le fiscal cliff, qu'est-ce que c'est que le quantitative easing. Et ça fait à peu près, en fait, j'ai envie de dire une semaine qu'on est en train de se battre sur le marché. Et en zoomant en weekly, on se rend compte, c'est le cas de l'euro, c'est le cas de la livre, qu'en fait, nous sommes un tout petit peu au milieu de nulle part. Ce qui fait que les discussions sont relativement houleuses, les avis divergent. Et cela se conçoit lorsqu'on prend connaissance donc de ce graphique en weekly. Globalement, je ne vais pas vous donner une stratégie en ce sens qu'il y a des zones dans lesquelles il faudra agir. Et on se rend compte qu'en fait, pourquoi est-ce que nous sommes actuellement plus ou moins dans une vision brouillée de la paire, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Est-ce qu'on va aller plus haut, est-ce qu'on va aller plus bas? Aucune idée. On se rend compte que nous sommes, si vous voulez, sur un seuil plus ou moins pivot avec 58,80. C'est une zone sur laquelle on retrouve le MA
96 en hebdomadaire. C'est pas la peine de prendre des photos, vous pourrez retrouver tous ces graphiques et tout, on pourra vous les envoyer. Vous retrouvez une MM20 hebdo. Et en fait, nous nous retrouvons dans un combat avec une 58-50, qui est une MM200 journalier, et 58-80 où on a une MM20 en données hebdomadaires, le tout dans un triangle. Donc voilà pourquoi est-ce que il est à ce jour difficile. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je vous donne deux seuils. À la hausse, il y a une zone qu'attendent les vendeurs pour vendre, et je suis partante de l'idée selon laquelle la zone dans laquelle nous nous trouvons va matérialiser un rebond. Un rebond qui nous mènerait potentiellement vers une zone. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire tel seuil va forcément faire reflux, on travaille des zones, et ce à plusieurs reprises. C'est une zone d'à peu près 130 points, entre le seuil psychologique des 1,60 et la zone des 1,61-30. Tout, si rebond il doit y avoir, si rallye de fin d'année, comme on l'entend souvent dire sur les marchés, il doit y avoir, c'est dans cette zone que potentiellement ce rallye se stopperait. Si vraiment nous entrons dans des marchés qui sont baissiers, qui seraient grippés par à la fois le fiscal cliff, un renforcement de la crise de la zone euro, etc., le rebond n'irait pas plus haut que cette zone en rouge que vous voyez entre 60, le seuil psychologique des 1,60 et la zone des 1,61-30. Au-dessus de cette zone, on se retrouve sur l'oblique qui matérialise donc le triangle dans lequel sont enfermés les cours de la livre avec 62,40 et 1,63. Donc là, on a au-dessus une petite zone d'à peu près 70 pips dans laquelle les vendeurs devraient éventuellement se présenter. C'est pas compliqué, voilà ce qui va se passer. Si jamais la zone actuelle que je défends en journalier en me disant va potentiellement matérialiser un rebond, ce rebond serait peut-être potentiellement le début du rallye de fin d'année et nous mènerait potentiellement entre 1,60 et 1,61-30. Là, je pense que tous les vendeurs compulsifs, comme mon collègue ici, sortiront les cartouches. Maintenant, quant à savoir, est-ce que moi je sors les cartouches à 1,60 ou à 1,61-30, ben, je vais toujours, chaque fois je dis qu'un plan, il s'ajuste au fur et à mesure. Je ne sais pas, imaginez qu'on arrive à 1,61-30 et que la Réserve fédérale nous balance encore du quantitative easing. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je short cette zone? Non. Je vais tout simplement suivre le marché. Donc je fais un plan et je l'ajuste au fur et à mesure. Et à la baisse, parce qu'à la baisse aussi, il faut déterminer les seuils, les zones d'action vers lesquelles il faudra se présenter parce qu'il y aura des opportunités, il y aura des coups à jouer, on ne parlera pas de tendance haussière, de retournement, certains diront que c'est un retournement, d'autres en rebond. Pour le moment, l'essentiel c'est de savoir sur quelle zone intervenir. Et à très court terme, quand on regarde donc entre, je vous ai dit qu'il y a une véritable bataille dans un range de 58 qui se fait entre 58, 50 et 58, 80. Mine de rien, quand vous zoomez vous regardez cette vue large de la livre sterling, vous remarquez que nous sommes en fait dans un range entre 1,5270 et ces fameux 1,63. On a eu des excès sur la zone de 1,6740. À court terme, et ce, quand je dis à court terme, jusqu'à la semaine prochaine, si la baisse doit continuer, elle se ferait potentiellement sur le seuil des 1,5780. C'est le seuil que je vais surveiller la semaine prochaine sur la livre. Si la MM200 casse, les 58,50 venaient à casser, un possible point bas de court terme s'installerait sur la région des 57,80 qui en fait constitue le milieu du range entre 52,70 et 1,63 et là j'aurais potentiellement mon rebond. Depuis une semaine en fait je me bats sur la zone 1,58,50, 1,58,70 à me dire cette zone va potentiellement matérialiser un rebond. Si elle ne le fait pas, ce sera la zone des 1,57,80. Le seuil des 1,56,40, donc déjà il faut savoir que la livre évolue par palier de 500 pips. Les seuils psychologiques étant 1,60, en dessous 1,55. Une fois les 1,60 cassés, à moyen terme, on se dit la probabilité qu'on aille sur les 1,55 est plus grande. Et pour ce faire, il y a un seuil que je vais appeler le seuil d'alerte des retardataires.